Bonsoir à tous et bienvenue à notre formation de ce soir sur le traitement du tiers inférieur, les techniques de volumisation en deux plans combinés de gel pour des résultats optimaux. Je remercie le docteur Sandrine Seban, médecin esthétique à Paris. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Le Bonsoir à tous. docteur Seban est parmi nous ce soir pour échanger avec vous sur ces différentes techniques. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat en direct. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne formation. Bonsoir à tous et merci d'être parmi nous. Tout d'abord, bien sûr, merci au laboratoire Théoxane pour avoir organisé ce magnifique événement. Et nous allons parler ce soir du tiers inférieur du visage, comment l'aborder, comment le traiter de façon sécurisée et de façon naturelle, bien sûr, avec un minimum de traumatisme. Nous avons aujourd'hui une patiente avec nous, Marjorie, que l'on va découvrir. Marjorie, merci de vous asseoir. Voilà. Donc, notre patiente qui est une patiente jeune, qui a donc 44 ans et qui présente un tiers inférieur que l'on va en fait analyser ensemble, qui présente une légère rétrogénie. Donc, elle aura besoin d'un comblement et d'une petite avancée du menton. Donc, nous allons principalement faire un focus sur ce traitement-là. Il faut savoir, bien sûr, que dans le cas du traitement du visage et principalement du tiers inférieur, la majorité de nos patients ne sont pas forcément des patients jeunes présentant des malformations de la mandibule ou des mandibules un petit peu étroites ou au contraire trop larges, mais il peut arriver évidemment que nous ayons à traiter le processus de vieillissement. Donc, on va quand même aborder ce sujet-là, même si notre patiente ne présente pas d'affaissement. Je pense qu'il est intéressant quand même d'aborder ce sujet. Donc, vous savez qu'il y a 3 notions importantes dans le traitement avec l'injection d'acide hyaluronique. Donc, bien sûr, l'anatomie, la connaissance de l'anatomie. Ça, bien sûr, tout le monde le sait. Il ne faut jamais oublier que sous le visage, sous la peau, il y a des vaisseaux et des structures anatomiques qui se promènent. Évidemment, nous allons faire un rappel assez succinct, mais quand même, les choses les plus importantes vont être énumérées. Et puis ensuite, la technique. Il y a différents types de techniques que l'on peut utiliser pour faire des injections d'acide hyaluronique, vous le savez tous. Et bien sûr, l'aiguille nous permet d'injecter surtout dans des techniques de bolus de façon sécurisée. Mais si on veut travailler dans différents plans et avec un maximum de sécurité, on peut utiliser les canules pour injecter l'acide hyaluronique dans des plans profonds et des plans plus superficiels. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler sur le bas de visage de Marjorie, comme je vous le disais. Et avant tout, avant de parler anatomie, et avant de parler technique, nous parlerons bien sûr du produit, puisque c'est une notion très importante, mais il y a une notion qui est fondamentale, c'est l'analyse. Et l'analyse va faire partie du diagnostic, et c'est là où les mains d'artistes doivent opérer, puisque en fait c'est dans l'analyse du visage qu'on aura le plus beau des résultats, en sachant exactement qu'est-ce qu'on va pouvoir traiter, qu'est-ce qui va améliorer cette patiente. Très bien. Merci beaucoup, docteur Seban, pour cette belle introduction. Merci. Avant de passer à la partie peut-être analyse de notre patiente, vous avez parlé un petit peu de l'attente de vos patientes et des différents âges aussi. Donc, quelles sont vraiment les attentes de vos patientes jeunes quand elles viennent chez nous, par exemple prenons le cas de Marjorie ce soir. Est-ce que c'est elle qui va venir et vous parler du tiers inférieur ou est-ce que c'est vous qui allez lui en parler? Donc, Alors, bien évidemment, ça dépend. Certaines patientes arrivent en sachant exactement ce qui les dérange. Elles d'accord. savent. En ce qui concerne le tiers inférieur, souvent, elles ne viennent pas vraiment en demandant un traitement du tiers inférieur, voilà, D'accord. mais elles se plaignent d'un relâchement sous-mentonnier, donc même en étant jeunes, Mhm. en ayant une impression qu'elle commence à avoir un affaissement sous-mentonnier, et puis en disant il y a quelque chose qui me dérange dans le bas, mais sans savoir vraiment quoi. Si la patiente, évidemment, est jeune et vient au cabinet de médecine esthétique sans demande particulière, c'est que forcément il y a quelque chose qui la dérange. Parce que sinon, elle ne viendrait pas nous voir. Donc là, après, si elle n'a pas une demande particulière, c'est au praticien de déterminer Bien quelle est sûr.
le traitement adapté. Très bien. Voilà, donc on va continuer un petit peu dans l'analyse. Donc, en fait, on va donc regarder son visage dans l'ensemble et bien sûr, d'abord, regardons le visage de face. Il est important toujours d'analyser le visage de face en premier lieu. Et quand on analyse un visage de face, il y a évidemment deux possibilités, enfin deux conditions. On va analyser le visage en position statique et on va analyser le visage en position dynamique. Donc, quand la patiente va arriver pour la première fois, évidemment, elle n'arrive pas comme ça, elle arrive en nous parlant. Donc, Marjorie, vous pouvez, voilà, elle est animée. Donc, Marjorie, vous allez sourire, voilà. Vous allez pouvoir nous faire un bisou à la caméra, voilà. Et puis, voilà, on la voit s'exprimer. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire votre âge? Alors, j'ai 44 ans. Très bien. Je m'appelle Marjorie. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre antériorité au niveau de ce que vous avez fait déjà dans le visage, vos antécédents? Alors, j'ai juste traité mon nez. J'avais un léger creux. Et du coup, j'ai voulu qu'on me le redresse. Il y avait une déviation apparemment qu'on a traitée en même temps. Très bien. Donc, Voilà. vous avez eu une chirurgie ou des injections au niveau du nez? Uniquement des injections. D'accord. Donc, elle a eu ce qu'on appelle une rhinoplastie médicale. Et donc, ça a été injecté, je pense, avec les produits Théoxane. J'ai eu notion, donc vous avez eu des injections au niveau de la pointe du nez et puis sur le dorsum nasal. Bon, elle a déjà eu des injections, mais l'intérêt des questions que je viens de poser aussi, non seulement de savoir ce qu'elle a déjà eu, mais aussi de la voir bouger un petit peu. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'elle présente une contraction du mentonnier qui est assez marquée. Probablement qu'elle doit essayer de pas mal serrer les mâchoires et du coup, elle va créer une hypercontraction mentonnière. Et ça, vous le savez tous, que la toxine botulique peut être une grande aide pour ce type de traitement et qui peut être combiné aux injections d'acide hyaluronique. Donc, c'est évidemment un autre type de traitement, mais c'est intéressant de le voir. Par ailleurs, est-ce que vous avez des antécédents médicaux? Est-ce que vous avez déjà eu des maladies auto-immunes? Non, aucune. D'accord. On peut toujours poser la question. Vous n'êtes pas enceinte? Non plus. D'accord. Et vous ne prenez pas de médicaments qui pourraient contre-indiquer tout ça? Pas d'allergie particulière? Non, aucune. Voilà. Et vous n'avez jamais eu de produits non résorbables injectés dans votre visage? Non. Donc, on a éliminé les effets, les contre-indications. Donc, maintenant, on va analyser. Alors, quand on regarde le visage de face en statique, en fait, on observe évidemment les 3/3 horizontaux que vous connaissez. Les 3/3 horizontaux qui vont de la ligne du cuir chevelu jusqu'au sourcil, le premier tiers supérieur, le deuxième tiers du sourcil jusqu'à la base du nez et le troisième tiers de la base du nez jusqu'à la pointe du menton. Idéalement, je dis bien idéalement, les 3/3 sont à peu près équivalents en surface. En fait, il est évident que tous les critères artistiques de beauté, on va essayer de s'en rapprocher, mais le but n'est pas d'être parfaitement en théorie comme il est écrit dans les livres. Je pense qu'il est important, nous sommes des artisans de la beauté, et il est important de conserver un effet à la fois naturel, mais pourquoi pas, c'est pas grave si son menton est un petit peu plus court que ce qu'il devrait. Par contre, il pourrait se rapprocher un peu des lignes artistiques. Donc, si je mesure avec ma petite réglette la surface, la longueur de son tiers supérieur, je mesure 7 cm exactement. Le tiers moyen, du sourcil jusqu'à la base du nez, il fait aussi exactement 7 cm. Et si je mesure le tiers inférieur, c'est-à-dire allant de la pointe de la base du nez, du point sous-nasal jusqu'à la symphyse mentonnière, c'est-à-dire au point vraiment du milieu du menton, je mesure 6 cm. Donc, elle a un bas de visage qui est un peu court, un tiers inférieur un peu court, et on va pouvoir, grâce aux injections d'acide hyaluronique, ajouter un petit volume, ce qui va finalement allonger un petit peu son menton. Et on peut considérer aussi, en regardant sa mandibule, c'est-à-dire l'os horizontal de la mâchoire inférieure, qu'elle est un petit peu étroite en son centre. Et si on apportait un petit peu de volume sur la mandibule au niveau central et à la pointe du menton, en fait, on améliorerait
cette impression des 3/3 égaux. Voilà, on va plutôt se rapprocher vers l'égalité des 3/3. Donc ça, c'est déjà l'analyse de face. Très très belle explication et très Je claire vous aussi. remercie. On a une question du docteur Robert Oui. sur Internet. Donc, il pose la question, si par exemple notre patiente elle a besoin également de traiter le tiers supérieur ou le tiers moyen, par quoi commenceriez-vous? C'est une excellente question, Mhm. docteur Robert. Je vous remercie de la poser, puisqu'évidemment, il y a un sens dans l'injection. J'allais y venir, mais c'est très bien que vous posiez cette question à ce moment-là. Évidemment, en fait, idéalement, on traite d'abord le tiers supérieur, puis le tiers moyen, puis le tiers inférieur. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait un sens dans l'injection et surtout dans la volumétrie. Quand on va traiter, grâce à des injections de volume, un tiers moyen par exemple ou un tiers supérieur, on va avoir un impact sur les compartiments graisseux qui sont impliqués dans l'injection. Je viens à ce que je veux vous expliquer en détail. Donc si par exemple j'injectais les tempes de cette patiente, on va donc impacter, vous le savez, et là on va aborder l'anatomie, vous savez que nous avons sous la peau des compartiments graisseux superficiels, puis évidemment de la graisse profonde. Si on traite sa tempe, on va traiter tout le compartiment temporolatéral concerné, et donc le fait d'injecter la tempe va lifter, vous voyez, la partie inférieure. Et c'est d'autant plus valable chez les patientes jeunes, puisque les compartiments sont très adhérents les uns des autres. Si, par exemple, je traitais le souffle latéral de ma patiente à cet endroit-là, c'est-à-dire la graisse malaire en regard, si vous voulez, de l'os malaire à ce niveau-là, je vais créer un effet lift du visage au niveau du ce qu'on appelle jaw fat compartment, c'est-à-dire le compartiment graisseux de la joue. Donc, évidemment, si je traite, par exemple, le menton en bas, je vais pouvoir avoir un effet sur l'abat-joue. Je vais tirer l'abat-joue. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le lifting médical. Si vous voulez, évidemment, ça n'est pas un lifting, mais ça va créer un impact sur les compartiments sous-jacents concernés. Donc, on commence par le haut, ensuite le milieu, et puis enfin le bas. Très bien. Merci beaucoup, docteur Seban. Merci pour la question. Merci au docteur Robert pour la question. Donc, nous allons continuer. Donc, on a analysé la patiente en dynamique, on l'a vu parler, etc. Elle ne présentait pas d'asymétrie notoire. On a vu cette hypertonie du mentonnier. Ensuite, on a analysé de face les 3/3. Maintenant, on va l'analyser de profil. Alors, je propose de voir un profil de la patiente. Voilà, et là, vous voyez bien le profil. Et là interviennent certaines lignes intéressantes qui nous permettent en fait de comprendre comment aborder le profil d'une patiente. Vous allez lever un tout petit peu. Voilà, là, on est bien. Alors, certains artistes comme Léonard de Vinci, qui ont inspiré des orthodontistes et d'autres artistes encore, nous ont aidés à connaître certaines lignes et qu'on a appelées les lignes artistiques. Et elles nous permettent en fait de déterminer comment et jusqu'où aller dans notre volumétrie. Donc, par exemple, la ligne de Ricketts est une ligne où on appelle la ligne E, la ligne esthétique, vient d'un orthodontiste. Et en fait, cette ligne démarre, si vous voulez, à la pointe du nez, va aller jusqu'au pogonium cutané mentonnier, c'est-à-dire la surface cutanée mentonnière. On va tracer une ligne entre la pointe du nez et le menton. Et normalement, la lèvre devrait être en retrait par rapport à cette ligne. Or, ça n'est pas le cas. Pourquoi? Tout simplement parce que le menton est trop en dedans. Ensuite, il y a la ligne de Steiner. La ligne de Steiner, elle va venir passer au milieu de la courbe sous-nasale jusqu'au point sous-nasal. Donc, vous voyez. Et puis ensuite, j'essaie de vous la tracer comme ça. Ensuite, elle va longer le profil labial et normalement, le menton devrait absolument frôler cette ligne de Steiner. Et vous voyez bien qu'il nous manque un petit centimètre à ce niveau-là. Donc, on a bien vu tout à l'heure un petit centimètre en longueur, un petit centimètre en projection. C'est ça qu'on va essayer de traiter aujourd'hui.
Par ailleurs, donc vous avez vu ces deux lignes-là. Il est intéressant aussi de remarquer qu'elle a une ombre au niveau du dessous, enfin juste au-dessus du muscle mentonnier. Et donc là, on va pouvoir traiter aussi cette partie ombrée, puisque en fait, on remarque que le bas de son visage est vraiment dans l'ombre par rapport aux 2/3 supérieurs. Elle a un grand front qui prend la lumière. Elle a 2/3 du visage qui sont quand même assez larges et présents. Et donc, on voit que son bas de visage est dans l'ombre. On va essayer de l'améliorer. Alors, je vais proposer une chose. Je crois que vous avez une image en régie à nous montrer de profil de la patiente, le profil osseux de la patiente. C'est intéressant qu'on analyse ça. J'ai demandé à ma patiente de faire une radiographie de son profil global, ce qui nous permet, regardez bien, la surface cutanée de la patiente. Je me retire un petit peu de l'écran, comme ça vous voyez bien la patiente et sa radio à côté. Et là, vous pouvez voir ce qu'on appelle la rétrogénie, c'est-à-dire la pointe mentonnière osseuse un petit peu en arrière de la ligne. C'est-à-dire qu'en gros, si on trace une ligne entre la pointe du nez et le front, comme je fais là avec ma réglette, puis de la pointe du nez au menton, eh bien, ces deux lignes-là vont créer une vraie convexité. Et ça n'est pas dans les normes artistiques, et normalement, elle devrait avoir une ligne plus verticale. Ce qui veut dire qu'en fait, elle présente une rétrogénie et donc on a la confirmation sur la radio. C'est toujours intéressant de regarder et donc on peut lui proposer ce traitement. Alors venons-en, puisque on a parlé maintenant d'analyse, venons-en à l'anatomie. Comment faire pour aborder l'anatomie du visage ? On a déjà parlé un petit peu des compartiments graisseux. On sait qu'au niveau du menton, il y a 3 compartiments graisseux. Donc, le compartiment central du menton, le latéral et le médian. Et de chaque côté. Et en fait, la graisse sous-cutanée ici n'est pas très présente. Elle a dû certainement perdre un peu de graisse avec les années. Et donc, on va pouvoir injecter cette zone. Et en réalité, c'est une zone qui est assez sécurisée. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas de grosses artères dangereuses à traverser à cet endroit-là, parce que, contrairement par exemple au trajet quand on va travailler au niveau jugal ou au niveau de la pommette ou au niveau nasal bien sûr. Au niveau mentonnier, donc, on a évidemment les foramen mentonniers qui vont faire émerger le nerf mentonnier de chaque côté. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de danger. On va pouvoir travailler en profondeur sur le plan osseux sans risque. Et puis, au niveau graisseux, on va travailler avec des canules. On n'aura pas de risque de traumatisme et surtout de douleur via la traversée du nerf mentonnier, de la zone du nerf mentonnier. Donc, pour cette partie du menton, on ne présente pas de risque. En revanche, je voudrais juste faire un petit rappel anatomique pour les patientes qui sont plus âgées, parce qu'on a le cas de cette patiente, mais il est important aussi de concevoir que nous avons des patientes ayant un relâchement cutané, et pour ça, on va travailler donc surtout sur l'ovale, puis le menton, et on a besoin de connaître les dangers. Donc, si vous permettez, je vais aborder... Docteur Seban, juste avant de commencer par le dessin et la partie anatomie, nous avons une question d'un médecin, du docteur Zia from Sydney, donc, qui pose la question. C'était une question posée en anglais, donc je vais la traduire en français. C'était par rapport aux maladies auto-immunes. En fait, on va revenir un petit peu au questionnaire médical. Bien sûr. Quelle est votre position par rapport à une patiente qui va avoir une maladie auto-immune, notamment par exemple une polyarthrite rhumatoïde ou autre ? Alors, pour ma part, merci pour cette question qui est très intéressante aussi. Pour ma part, je vais être très, très vigilante sur ce type de problème. En fait, ça fait 20 ans que je fais des injections d'acide hyaluronique et je suis, malgré le fait que je sois très vigilante, il m'est arrivé d'avoir des réactions inflammatoires avec des maladies auto-immunes qui étaient en train de se révéler alors que je faisais l'injection. Bon, après, quelques mois après l'injection, les réactions inflammatoires sont arrivées et on ne savait pas vraiment d'où ça provenait. Mais évidemment, quand le patient déclare la maladie et
et que vous êtes en train de le traiter, vous ne pouvez pas le savoir. Et on ne va pas faire des bilans à tous nos patients. Donc, on essaye de comprendre l'historique. En dehors de ça, on ne peut pas vraiment se fier à ce qui se passe au moment de l'injection. Par contre, si la maladie auto-immune est en activité, j'ai envie de dire, c'est-à-dire avec des anticorps marqués ou avec des poussées inflammatoires, sous traitement, franchement, oubliez, ne faites pas les injections. Je pense qu'il est préférable dans ces cas-là d'adresser la patiente chez un chirurgien qui prendra bien sûr le temps d'analyser son indication chirurgicale avec de la graisse et pourquoi pas faire une hypostructure qui est d'ailleurs dans ce cas aussi une excellente indication. Pour ce qui concerne les patients ayant une maladie auto-immune très ancienne, très stable, qui ne nécessite pas de traitement, la question se pose. Je pense qu'il est intéressant dans ces cas-là d'avoir une confrontation avec l'endocrinologue, le dermatologue qui prend en charge et le médecin esthétique. Merci beaucoup, docteur Seban. Merci au docteur Zia pour la question. Je rebondis également par rapport à ça, une question du docteur Rodriguez. Et par exemple, est-ce que vous faites signer à la patiente un questionnaire médical? Comment vous vous protégez par rapport à ça également? Alors, c'est une question aussi évidemment très intéressante. D'abord, dans un premier temps, le questionnaire médical est, plus qu'important pour notre information à nous, pour savoir si nous allons traiter la patiente ou pas. Le questionnaire médical, vous pouvez le remplir avec le patient, parce que souvent, on leur laisse, mais ils ne pensent pas à dire « Ah ben oui, effectivement, j'ai une maladie, mais qui date depuis que j'étais tout petit. » Et puis voilà. Bon, donc, il est important de signaler, de discuter avec le patient des maladies qu'ils auraient pu rencontrer tout au cours de leur vie. En revanche, je pense que même il est obligatoire de remplir ce questionnaire médical. Et comment je m'y prends? En général, je les accompagne et on le remplit ensemble. Ça prend un petit peu de temps au départ. C'est pendant la première consultation où, de toute façon, il est conseillé de ne pas traiter le patient, de le laisser réfléchir au moins 15 jours. Et ensuite, on revoit le patient pour le traitement. Très, très bien. Merci beaucoup, docteur Seban. Merci, docteur Rodriguez d'Espagne. Et merci pour notre communauté d'Espagne. On a beaucoup de... C'est international aujourd'hui, donc on a beaucoup de questions également. Je vais de temps en temps vous interrompre. Avec plaisir. Pour répondre à toutes les questions de nos personnes qui nous suivent. Juste pour revenir au questionnaire médical, il est important en même temps de penser à demander au patient s'il ne prend pas d'aspirine ou d'anti-inflammatoire en cours au moment du traitement pour éviter évidemment les traumatismes et les bleus, etc. Tout à fait. Alors, juste donc le petit rappel anatomique. Il est important de connaître les muscles, les artères, les veines principales. Alors, les muscles, parce que parfois, ce sont des bons repères pour savoir où passent les veines et les artères. Donc là, par exemple, dans son cas, vous allez contracter la mâchoire, Marjorie. Voilà. Quand elle contracte la mâchoire, je sens bien on va essayer d'avoir le profil gauche de Marjorie. Sinon, je peux venir à droite. Peut-être que ce sera plus simple, mais bon. Donc, le muscle masséter, contractez bien. Voilà, je vais venir à droite. Ce sera peut-être plus simple à ce moment-là. Elle a ici donc une petite encoche, si vous voulez qu'on palpe bien. Son muscle masséter nous montre, il est assez hypertrophié, assez présent, il est là. Et en général, c'est un très bon repère anatomique puisqu'il nous permet de savoir où passe la veine faciale. La veine faciale passe toujours au bord antérieur du masséter. Elle le longe. Et elle va ensuite aller rejoindre, si vous voulez, voilà, la région supérieure du nez, ainsi comme est fait le dessin, pour, si vous voulez, devenir veine angulaire. Pardon. Et donc, bien sûr, en dedans passe l'artère faciale. Et comme vous le savez, pareil, elle va aller en dedans de la veine. En revanche, donc ensuite, elle devient artère labiale supérieure et inférieure et la mentonnière. Alors, quelque chose d'important, il faut vraiment savoir, je vais me remettre à ma place, il faut vraiment savoir que l'anatomie n'est pas une théorie qui est identique et reproductible chez tout le monde. Évidemment,
l'anatomie varie selon les individus. Il y a des variations de lieux de passage des veines et des artères, donc ça n'est pas quelque chose de déterminé absolument. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on sait l'endroit où passe une veine ou une artère. Vous pouvez malheureusement avoir une localisation différente suivant les individus. Bien, donc là, ça c'est intéressant pour comprendre ce que l'on va éviter de traverser quand on va travailler avec notre canule. Maintenant, en général, les bolus d'injection, c'est-à-dire les manques de contours, en fait, les faiblesses qui vont se présenter sur la mâchoire inférieure au niveau de la branche horizontale, avec l'âge, sont quasiment toujours les mêmes. C'est pour ça que ces bolus, finalement, qu'on va créer nous avec notre produit, vont être toujours les mêmes, vont avoir toujours les mêmes emplacements, c'est-à-dire vont se situer au niveau du ligament mandibulaire, c'est-à-dire à cet endroit-là, là où je vous fais un dessin de bolus. Puis ensuite, le deuxième va se situer en arrière de l'abat-joue, juste au niveau de cette veine faciale, là, en arrière de la veine faciale, le deuxième bolus. Le troisième bolus va être toujours au niveau de l'angle rétromandibulaire parce qu'avec, si vous voulez, la migration de la graisse en centrifuge, on se retrouve avec un besoin ici de restauration de volume. Puis, au niveau mentonnier, donc ce que vous voyez au niveau de cet emplacement, et très souvent au niveau de la pointe mentonnière. Donc ça, c'est pour le vieillissement du bas du visage. Maintenant, les produits. Nous allons enfin aborder le thème des produits, et ça, c'est très important à connaître, évidemment. Docteur Sebin, avant de passer à la partie des produits, et on a une question du docteur Mazzarino d'Italie qui pose la question, qu'est-ce que vous nous conseillez? Vous avez beaucoup parlé d'anatomie. Qu'est-ce que vous nous conseillez, des cours de cadavres peut-être, ou des revues pour vraiment approfondir les connaissances en termes d'anatomie? Alors évidemment, je vous conseille, il existe beaucoup de diplômes universitaires. Je sais qu'en France, il en existe beaucoup et ils sont franchement excellents. Et vous pouvez venir assister à nos DU. Je sais qu'ils sont très ouverts aux médecins étrangers. Pendant ces DU, vous avez aussi des cours de cadavres, de dissection de cadavres. Je sais qu'en Italie, c'est compliqué et que vous êtes très, très intéressés, attirés par ces cours-là et qui sont vraiment la base, puisque vraiment on voit en 3 dimensions l'anatomie. Et puis sinon, bien sûr, les livres d'anatomie de nos confrères. Il y a d'excellents livres, comme le livre de Patrick Trévidic, le livre de Fabio Ingalina, qui sont vraiment excellents, et plein d'autres. Et puis sinon, vous avez aussi bien sûr les masterclass et les webinars comme aujourd'hui. Et je pense que plus vous verrez de cours, de vidéos, de photos, etc., et plus vous apprendrez. Et vraiment, on a une source d'information qui est énorme, qui s'appelle Google. N'hésitez pas à y aller. Vous tapez veine faciale, artère faciale, vous trouverez tout, anatomie faciale, vous verrez aussi beaucoup de choses. D'accord. Et merci beaucoup, docteur Sebin. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques DU, du coup, en France? On a beaucoup de questions dessus. Alors, on a le DU de Benjamin Hacher et de Patrick Buis, donc, qui est organisé en France. Donc, docteur Benjamin Hacher et docteur Patrick Buis et docteur Philippe Questemont. Philippe Questemont aussi a fait un DU très, très intéressant qui est donc sur Nice. Alors après, les noms des DU, je ne les connais pas bien, hein, mais vous pouvez taper les noms des experts. Voilà. Et sinon, vous avez aussi, il y en a beaucoup. Hein. Il y a donc le DU ça y est, j'ai oublié son nom, ça va me revenir. Enfin, vous tapez aussi sur Google, qui est donc une grande source d'information, DU France, vous allez tout trouver en médecine esthétique et vous verrez tout ça. Merci beaucoup, docteur Sebin. Merci à tous les médecins également pour leurs questions. Venons-en aux produits. Alors, quand on parle produit, on parle dynamique, on parle mouvement, et on essaie de comprendre pourquoi il existe plusieurs produits dans une même gamme d'acide hyaluronique. Moi, j'ai commencé il y a 20 ans, on avait 2 produits sur le marché et on ne savait pas, on ne comprenait pas qu'il y avait une anatomie dynamique. Et qu'est-ce que c'est finalement l'anatomie dynamique? C'est la patiente en surface, quand elle sourit. Vous avez eu un excellent webinaire la semaine dernière avec Patrick Trévidic qui nous a bien expliqué que finalement, l'anatomie, ce n'est pas
une couche sous la peau. C'est beaucoup d'éléments et une anatomie, j'ai envie de dire, mobile et une anatomie immobile. Donc vous avez bien sûr l'os, la graisse profonde, ensuite le muscle, la graisse superficielle, la graisse sous-cutanée et la peau. Et finalement, quand on parle et qu'on imagine l'anatomie sous le muscle, sachez que cette anatomie-là, toutes ces structures restent immobiles, elles ne bougent pas. Donc tous les produits que nous mettrons sous le muscle resteront à l'endroit où nous les avons posés, quelle que soit la mimique du visage que votre patiente fera. Donc elle conservera son aspect naturel. Si, bien sûr, la patiente a besoin d'une restauration de volume sous-cutanée ou graisse superficielle, parce qu'elle a perdu la graisse superficielle, comme ici par exemple, eh bien, nous allons restaurer, non pas en profondeur, mais en superficie. Pour restaurer le volume perdu en superficie, il faut faire très attention, parce que, faites un sourire. Quand la patiente va sourire, elle va mobiliser finalement tout ce que vous aurez mis comme produit en même temps que son mouvement. Donc, quand vous allez injecter en profondeur, vous allez utiliser un produit qui va être corrélé au plan profond, qui va être vraiment adéquat et adapté au plan profond. Ce sera dans la gamme dont nous parlons, l'Ultra Deep, qui est tout à fait adapté, qui est un excellent acide hyaluronique projecteur, j'appelle ça, qui crée des projections cutanées et qui restaure finalement l'architecture osseuse. Et quand on va injecter, vous pouvez relâcher le visage, dans le plan superficiel, on va injecter un produit qui sera adapté au mouvement, qui va donc, si vous voulez, être mobile avec le mouvement et s'intégrer parfaitement dans la graisse superficielle. Et là, nous allons parler d'un autre produit moins cohésif qui sera le RHA. Et le RHA, pourquoi RHA? Parce que ça veut dire en anglais Resilient Hyaluronic Acid. Et le Resilient, c'est vraiment le mot, l'acide hyaluronique est résilient. Il épouse, il s'adapte au mouvement. Dans le RHA, c'est une gamme pour le plan superficiel. Le RHA va s'adapter finalement aux différentes indications que nous allons poser. Si on veut injecter par exemple les rides péribuccales d'une patiente, on va aller utiliser un RHA très peu volumateur pour garder un effet naturel avec la French Touch. Et dans ces cas-là, on va pouvoir utiliser le RHA 1 ou le RHA 2. Si on veut donner un petit peu de volume à la lèvre, léger, naturel, on va utiliser un RHA 2 ou RHA 3. Et si on veut remplir de façon, je dirais, en créant un petit peu de volume, des rides profondes comme les sillons nasogéniens ou, par exemple, une vallée des larmes marquée ou une graisse sous-mentonnière, une graisse mentonnière, eh bien, on va utiliser plutôt le RHA 4 qui est un produit à injecter dans le plan superficiel, mais qui va apporter du volume, sans avoir cet aspect artificiel, plastique et dur que pourrait donner un produit plus cohésif dans le plan superficiel. Donc ça, c'est très important. Après avoir fait, je dirais, l'analyse du patient, savoir quel produit on va utiliser. Parce que le produit utilisé fait partie vraiment intégrante de votre résultat artistique. Donc, alors, je vais juste vous interrompre 2 petites secondes. Donc, vous nous avez parlé des acides hyaluroniques et des différentes propriétés rhéologiques, on va dire, de chaque produit. Et est-ce qu'on peut, on a une question de Pologne qui pose la question, est-ce qu'on peut intégrer la toxine botulique pour des injections, par exemple, au niveau de la commissure chez notre patiente de ce soir? Oui, alors j'expliquais tout à l'heure que tout à fait, on pourrait intégrer des injections de toxine botulique. En revanche, je pense que chez elle, il serait préférable d'injecter son mentonnier plutôt que d'injecter les dépresseurs anguli oris qui aujourd'hui ne posent pas l'indication puisqu'elle n'a pas la commissure tombante. Donc là, on est plus dans une injection qui va éviter, parce que contractez le menton un petit peu, Marjorie, si vous pouvez. Vous voyez comme elle le fait facilement. En fait, elle a une hypercontraction mentonnière. Donc là, c'est vrai que en complément, je conseille de compléter notre injection avec la toxine botulique. Donc là, ça n'est pas le thème du jour. Nous allons donc aborder maintenant le traitement vraiment de Marjorie, c'est-à-dire traitement en 2 plans.
de son menton pour créer une projection. Mais regardez, si je projette juste la pointe du menton de Marjorie, donc je vais essayer de me mettre de façon à ce que vous pouviez voir bien. Si je projette, j'aimerais bien qu'on voit son profil si c'est possible, parce que là vous allez comprendre mon attente. Donc si je projette sa pointe de menton, en fait, je vais créer chez Marjorie une ombre ici disgracieuse, vous voyez, et puis juste entre la lèvre et la houppe du menton, je vais créer aussi une dépression. Donc ça ne va pas être joli du tout. Et je le vois parfois ça, vous savez, chez les gens qui ont des prothèses mentonnières chirurgicales. Et en fait, en vieillissant, ils perdent la graisse périmusculaire, enfin autour du muscle mentonnier. Et du coup, ça donne un côté artificiel. Donc je pense que là, on a toute l'indication d'un traitement en 2 plans est là. C'est-à-dire qu'en fait, on va traiter en profondeur le muscle, sous le muscle mentonnier pour créer la projection et en superficie autour du muscle pour restaurer le volume perdu. Puis, je ne vais pas faire que travailler cette zone-là, c'est-à-dire vraiment autour du muscle, mais je vais aller un petit peu en latéral parce que vous pouvez voir ici que si je projette, eh ben, je vais créer une dépression qui ne sera pas esthétique. Donc, c'est là où il va falloir travailler sur la partie latérale du muscle mentonnier, les 2 parties. Par contre, j'aimerais insister sur un point, c'est que l'anatomie, évidemment, et l'aspect esthétique du traitement chez la femme n'est pas considéré de la même façon qu'un aspect esthétique et un traitement du tiers inférieur chez l'homme, même du tiers moyen. Donc là aussi, je vais faire une petite parenthèse sur le traitement chez la femme et chez l'homme, puisque vraiment, il y a une grande différence. Chez la femme, on va avoir tendance à apporter plutôt une projection de façon à ce qu'elle ait un bas de visage pointu, puisque c'est ça qui est en fait le critère de beauté. Et chez l'homme, on va faire en sorte d'avoir un menton avec assez carré et assez projeté. C'est ça qui a plus le côté masculin. Pareil, chez l'homme, on va projeter l'angle mandibulaire. On va essayer d'avoir un angle bien carré pour vraiment apporter ce côté masculin. Donc, chez la femme, on va avoir une tendance à faire une projection centrale vraiment unique sur la symphyse mentonnière en profondeur. Alors que chez l'homme, on va faire l'équivalent de 2 injections, puisqu'en fait, on va vouloir créer comme s'il y avait les 2 protubérances mentonnières, et pourquoi pas avec la petite fossette au milieu, ce qui donnera un petit côté Kirk de glace. Et donc, 2 protubérances latérales et un angle mandibulaire très carré. Ça va être plus l'indication masculine. Chez la femme, surtout pas. On va au contraire affiner le bas du visage et faire une seule injection centrale. Merci beaucoup, Dr Seban. Avant de passer à la partie injection, nous avons une question du Dr Makilon Deyuke qui pose la question. On a parlé de l'approche chez la femme, chez l'homme également. On a Marjorie ce soir qui est jeune. Est-ce que chez une patiente un peu plus âgée, est-ce que vous traiteriez la ligne mandibulaire et comment? Alors, aussi excellente question. Décidément, les questions sont excellentes ce soir. Alors, ce que j'aurais fait chez une patiente plus âgée, je vais vous expliquer, je ne vous ai pas encore expliqué comment je vais traiter Marjorie, mais sur une patiente plus âgée, vous voyez les points que j'ai dessinés sur son profil droit, sont exactement les points que j'aurais traités en bolus profond avec l'ultra-deep. C'est-à-dire en gros, pourquoi? Parce que, baissez la tête Marjorie si vous pouvez, on va essayer de faire en sorte de marquer. Donc, vous voyez, en vieillissant, bon, Marjorie a une peau très très ferme et assez épaisse, donc de toutes les façons, on ne verra pas son affaissement, mais on a en général une bajoue et puis un manque de volume dans l'angle rétromandibulaire. Donc en fait, on va recréer. Donc ce que j'aurais fait chez une patiente plus âgée, je vais repasser par là pour vous montrer. Donc, j'aurais fait un point d'entrée médio-jugal, c'est ce que je fais en général. Pourquoi? Parce que moi, je me situe toujours en arrière de la veine faciale. Donc, en fait, mon point d'entrée unique aurait été situé exactement en arrière de la veine faciale, à cet endroit-là. Là, je fais un point d'entrée. J'injecte grâce à une canule
que j'utiliserai plutôt de large calibre et assez rigide, donc avec une longueur me permettant d'atteindre la pointe mentonnière. Donc en gros, je peux utiliser une longueur de 6 cm, je pense que ce serait largement suffisant. Et avec cette canule, je fais mon point d'entrée, et là, je vais intégrer le plan profond pour injecter un bolus d'ultra deep en rétromandibulaire, puis un autre bolus juste en arrière de l'abat-joue. Puis ensuite, je vais migrer ma canule vers mon point qui est sur le ligament mandibulaire, à cet endroit-là, donc au niveau de l'encoche mandibulaire. Et ensuite, je vais aller faire un bolus en passant les plans profonds, doucement bien sûr, et surtout donc en migrant, en faisant mobiliser ma canule sur un plan d'abord graisseux superficiel pour ne pas que la patiente souffre parce que ça peut être douloureux. Et après, je plonge ma canule en profondeur sous le muscle mentonnier pour injecter en bolus, en médio-mentonnier. Une fois que j'aurai fait ça, donc là, je prends une seringue d'Ultradip. L'Ultradip contient 1,2 ml dans la seringue. Donc là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3 bolus et un bolus central. Donc, je peux utiliser 0,2 ml, 0,2 ml, 0,2 ml. J'aurai mes 6 ml, mes 0,6 ml. Et là, je peux injecter un côté. Et pareil de l'autre côté, mais j'en garde un petit peu pour ma pointe mentonnière. Donc, voilà. Et ensuite, ça dépend de l'indication, évidemment. Hein. Je vous donne des quantités moyennes, mais l'indication, si c'est très, très marqué, on peut rajouter plus de produits. Et si c'est un peu moins marqué, on en mettra moins. Donc, ensuite, sur le plan graisseux, s'il y a vraiment une perte de volume, je vais traiter en 2 plans. Plan profond avec l'Ultradip, plan superficiel avec du RHA4. Et je fais une technique sandwich. Si la peau est très très fine et que la patiente a un visage pas trop marqué, il peut m'arriver d'injecter du RHA4 en 2 plans. Ça aussi, c'est une technique excellente puisque le RHA4 est un produit volumateur. Donc, on peut injecter le RHA4 dans un plan profond et dans un plan superficiel. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question de notre ami. C'est très clair, docteur Sevant, c'était parfait. Bien. On va passer à la partie démonstration. On a beaucoup de questions. On n'aura pas le temps de tout traiter, oui, mais en tout cas, merci pour vos questions et on essaiera au fur et à mesure pendant la partie injection de poser d'autres questions et d'y répondre. Allez, on va faire ça. Alors, puisqu'on va passer à la partie traitement, on va demander évidemment à notre patiente de s'allonger. Ça va lui faire du bien parce que ça fait un petit moment qu'elle est assise. Et donc, on va redésinfecter le visage. Donc, je vais appeler mon assistante. Voilà, c'est parfait. Donc, j'ai quelque chose à dire là-dessus. C'est important. Il faut savoir que les injections d'acide hyaluronique, ce ne sont pas des gestes d'esthéticienne. Nous faisons des gestes, c'est un traitement médical. Donc, il faut que le visage soit totalement démaquillé, désinfecté. Et ça, c'est une base que vous devez suivre toujours. Donc, ensuite, on va donc démaquiller, désinfecter la patiente. Voilà. Ensuite, il faut savoir que vous pouvez utiliser des gants qui sont des gants pas forcément stériles. Votre traitement n'est pas un traitement que nous devons faire dans des conditions stériles, mais totalement aseptiques. Et donc, il est important d'avoir tout le matériel nécessaire. Donc, par exemple, si vous devez travailler sur le trajet des boucles d'oreilles, on fait retirer les boucles d'oreilles. Les cheveux doivent être protégés. Vous devez vous laver les mains avant de travailler et mettre vos gants, bien sûr. Voilà. On va lui enlever quand même tous les dessins. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais il faut le faire. Voilà, c'est parfait. Donc, ce que je propose ce soir, c'est de travailler avec des canules. Donc, je vais changer mes gants parce que j'ai touché à plein de choses là depuis tout à l'heure. Et donc, les canules que je vais utiliser, je vais vous montrer un traitement exclusivement à la canule.
C'est intéressant de voir que vous pouvez travailler avec un point d'entrée, parce que ça, c'est mon dada. J'aime beaucoup travailler les visages avec un minimum de points d'entrée. C'est important parce qu'on ne va pas être traumatique avec les patientes. En même temps, on évite un maximum de douleur, parce que c'est quand même pas très agréable. Donc, je vous propose que l'on fasse un point d'entrée central et qu'on n'utilise que ce point d'entrée. Donc, comment faire ce point d'entrée central? Alors, je vais reprendre un crayon. Désolée, je suis droitière, je suis obligée de me mettre par là. Donc, le point d'entrée central de la patiente au niveau du menton, en fait, on va aller vers les narines. On va redessiner un trajet vertical qui descend jusqu'au bas jusqu'au menton. Donc, voilà. Et au milieu de cette distance-là, on a notre point d'entrée qui est situé pile au milieu du muscle mentonnier. Alors, ce que je vais faire donc, chez notre patiente, c'est introduction de l'aiguille pré-trou. Ensuite, je vais adapter une canule courte parce que je n'ai pas besoin d'utiliser une canule trop longue pour aller sur le plan osseux. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que grâce à cette canule, je vais pouvoir faire un bolus parce qu'on pense qu'on ne peut faire des bolus qu'avec des aiguilles, mais on peut utiliser des bolus avec des canules. Donc, la canule idéale dans ce cas-là, ça va être une canule courte. Je la montre là, parce que vous pouvez faire un gros plan. Voilà. Donc, vous voyez... On la voit très bien. C'est bon? Vous voyez cette canule. L'embase est bleue. L'embase bleue veut dire, en général, c'est un code international de couleur, et c'est une 23 gauge. Elle fait 3 cm, vous voyez les graduations, et elle a un point rouge sur son embase qui nous montre où sort le produit. Vous voyez tout. Donc, c'est parfait. Et là, avec cette canule, je vais pouvoir introduire le produit qui est donc l'Ultra-Deep, que vous voyez avec un anneau violet au bas de la seringue. Dans l'Ultra-Deep, je vous ai dit, il y a 1,2 ml. Et donc, on va pouvoir injecter notre bolus. Alors, combien injecter? Le problème, c'est que moi, déjà, je vais vous dire, je fonctionne beaucoup à l'instinct et à la vision du résultat au fur et à mesure de l'injection. Mais ce que je préconise et ce que je prévois d'emblée, c'est d'injecter une demi-seringue d'Ultra-Deep dans un premier temps, de voir le résultat, et puis éventuellement peut-être d'en rajouter un petit peu. Donc, on part sur un bolus de 0,6 ml. Très bien. On va faire déjà notre point d'entrée, donc ça va piquer un petit peu. Et là, je vais utiliser un outil qui s'appelle, je ne sais pas si vous le voyez, donc là, ce petit outil s'appelle Easy Guide. C'est un outil pré-trou qui permet, c'est une aiguille qui est coupée en transversale, qui permet en fait d'introduire la canule en un seul geste. Donc, je vais l'utiliser, mais vous pouvez aussi utiliser une aiguille pré-trou tout à fait normale pour l'introduction de la canule. Docteur Seban, le pré-trou, il est fourni avec la même canule ou Oui, tout à fait, dans le kit. D'accord. Dans les canules soft fill. D'accord. Vous pouvez utiliser. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'introduis... Tout à fait, on voit très très bien. Pour répondre juste à la question du docteur Camilleri qui nous a posé la question, est-ce que la patiente elle a eu une anesthésie ou de la xylocaïne? Non. Donc rien Ça du n'est tout. pas nécessaire parce que dans l'Ultra-Deep, il y a de la lidocaïne. Très bien, c'est parfait, docteur Seban, merci. Voilà, j'ai introduit ma canule en un seul geste, c'est-à-dire j'ai mis l'Easy Guide qui n'a pas de, il n'y a pas de, si vous voulez, de fente ou quoi que ce soit. Hein. Vous glissez juste la canule sur cette petite gouttière ouverte. Voilà, je suis dans la peau. Donc là, il y a un moment où c'est un petit peu douloureux, légèrement. Hein. Et là, donc, je suis sur le plan osseux et je vais injecter mon bolus. J'espère que vous voyez bien. Je me pose. On voit très très bien, docteur Seban. Et j'en profite pour poser la question du docteur Benhamoud de Paris qui pose la question pourquoi vous avez utilisé une canule au lieu d'une aiguille. Je pense que vous avez peut-être répondu tout à l'heure à la question. Mais... Alors en fait, bon, déjà c'est pour vous montrer qu'on peut travailler en 2 plans avec une canule, un point d'entrée. Et en plus, si vous voulez, dans la mesure où je vais de toutes les façons utiliser une canule dans le plan superficiel, pour travailler la volumisation
de la graisse sous-cutanée, pourquoi ne pas utiliser une canule? Puisque de toutes les façons, je veux être au maximum de ma sécurité. Ça fait moins mal parce que le bout est arrondi. Je peux vous dire que sur l'os, ça n'a rien à voir au niveau de la douleur. Ça va être moins traumatisant. Et ma patiente, elle appréciera peut-être plus que j'utilise une canule qu'une aiguille. Cela dit, vous pouvez utiliser une aiguille. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Mais moi, je voulais vous montrer l'intérêt d'un geste en deux. Vous aurez utilisé l'aiguille fournie avec le produit en cas Oui, de... tout à fait. Elle est adaptée. Très bien. Une aiguille de 27 gauche suffit largement pour travailler hein, sur le... Voilà, donc vous voyez son... Est-ce qu'on peut la voir de profil? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez son profil. On va bientôt le voir. On va bientôt le voir. Donc, voilà. Vous voyez la projection avec 0,6 millilitres de son menton. Il est clair aujourd'hui, là, d'après ce que je vous ai expliqué, que la ligne de Ricketts commence à vraiment correspondre aux critères artistiques, c'est ce qu'on disait. Donc maintenant, on va ajouter encore un tout petit peu de produit parce que vous voyez le menton avancer avec... Tout à fait, on voit très très bien. Le traitement. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc là, on a injecté pour l'instant... attendez que je vous dise pas de bêtises, 0,7 millilitres. Et je vais, puisque vous vous rappelez là, j'ai avancé maintenant son menton, mais je voudrais l'allonger un tout petit peu. Donc pour l'allonger, je vais retirer un peu ma canule et je vais plus m'axer sur la longueur. Donc je vais descendre un peu. Voilà. Et c'est là aussi l'intérêt d'utiliser une canule, c'est que je peux bouger. Donc là, vous voyez... Là, on va dire, vous êtes à 90 degrés? Exactement. D'accord. Et vous voyez bien ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire le menton s'allonge un petit peu. Je vais juste vous demander de décaler juste votre bras, celui-là. Pardon. Voilà. C'est parfait. Alors, c'est difficile parce que quand on est droitier, pour injecter le menton, on est obligé de se mettre sur la droite de la patiente. Voilà, là, on a la projection mentonnière. Alors, avec la canule, il y a aussi un gros avantage. Et ça répond aussi beaucoup à la question de mon confrère de Paris. Quand on injecte avec une canule, on peut, en cas de surplus de produit, éjecter le produit par le point d'entrée. Donc moi, je masse bien. Regardez. Ce que je fais, je modèle et je place complètement le produit à sa place. Et ce que j'observe, c'est que le produit, là, c'est du produit qui est un petit peu sorti du point d'entrée et que l'on peut retirer. Et là, eh bien, je n'aurai pas de compression puisque, en fait, je laisse le produit exactement en quantité qu'il doit représenter, enfin, c'est-à-dire la quantité qu'il faut et au bon endroit. Voilà, il n'y en a pas trop. Vous voyez? Alors maintenant, je vous propose de travailler sur le plan superficiel. Et si vous voulez peut-être que dans un premier temps, on peut voir le profil de Marjorie. Tout à fait. Ce serait pas mal. On va peut-être asseoir Marjorie. Allez, Marjorie, ça va? C'est vrai? Alors, vous pouvez vous tenir, voilà, très bien. Donc, on va essayer de faire un gros plan sur son visage qui arrive. Et là, vous allez voir, en fait, bon, c'est déjà pas mal, mais il manque une dimension. Alors là, vous voyez son profil qui est quand même nettement nettement plus corrélé aux lignes artistiques. Hein. Vous voyez notre fameuse ligne de Ricketts. Tout à fait. Vraiment intéressante. Et par contre, si on peut la voir de face, ce serait intéressant. Là, baissez un tout petit peu la tête. Et là, vous voyez donc le résultat qui est déjà plus intéressant, mais ça reste quand même très étroit à cet endroit-là. Donc moi, mon objectif aujourd'hui, maintenant, là, dans un deuxième temps, c'est d'intégrer du RHA4 autour de mon bolus et surtout d'élargir un petit peu son bas de visage, légèrement, au centre. Docteur Sebord, nous avons une question d'un médecin de Croatie. On a eu l'Europe. Donc, il pose la question, est-ce que vous étiez toujours contre l'os lors de votre première injection? Lors de la première, oui. En revanche, lorsque je suis descendue pour allonger un petit peu le menton, j'ai senti que j'avais traversé un petit peu le muscle mentonnier pour me loger finalement sous le muscle. Parce qu'il n'y a pas d'os, si vous voulez, à cet endroit-là, de toutes les façons. Donc, j'ai été obligée de me mettre un peu dans la graisse
mentonnière. Voilà, donc première injection sur l'os, la deuxième était un peu plus dans la graisse, parce que de toute façon, je n'avais pas d'os pour l'allonger, pour me poser dessus. D'accord, très bien. Alors, Merci beaucoup, docteur on va Seban. passer à la deuxième phase. Marjorie, fait. merci de vous allonger. Je vais à nouveau changer mes gants. Et puis, on va passer à la phase superficielle, donc restauration de volume de la graisse mentonnière. Et là, on va utiliser le RHA4, donc, qui est un produit tout à fait adapté pour être injecté, je dirais, en méthode sandwich, hein, ce qu'on appelle la méthode sandwich, c'est-à-dire dans un plan graisseux superficiel avec une canule. Alors, quelle canule? Donc là, je vais utiliser une canule plus longue, qui va être la canule de 25 gauge, donc plus fine, puisque je suis dans la graisse et pas sur l'os. Donc 25 gauge et 5 cm, celle-ci. Et pourquoi 5 cm? Parce qu'en fait, du point d'entrée, je vais vouloir aller en latéral. Donc traiter cette partie-là. Je vais remonter un petit peu là. Et ensuite, du même point, je vais aller de l'autre côté. Donc, on va commencer peut-être par ce côté-là. Comme ça, je vais me positionner sur la droite de Marjorie pour pouvoir injecter son côté gauche. Toujours le même point d'entrée. Mon point d'entrée Voilà. ayant été fait auparavant, il est là, le voilà, je suis dedans. J'ai donc ma canule de 25, sauf que maintenant, je veux être dans un plan plus superficiel. Donc, je ne vais pas aller contre l'os, là je suis, hein. Ce n'est pas le but, je veux aller en latéral dans la graisse. Donc là, je vais aller parallèle au plan cutané, dans l'espace sous-cutané superficiel. J'espère que je ne vous bloque pas la vue. Non, c'est très, là, très bien. Vous voyez le plan d'injection, qui est un plan superficiel, graisseux. Et donc là, vous rappelez qu'elle avait une petite dépression à ce niveau-là. J'injecte mon RHA4 en rétrotraçant, en éventail, avec une technique que vous connaissez très bien, qui nous permet en fait d'être dans le même plan, tout le temps dans le même plan. Donc homogène et naturel. Voilà. Mon objectif est de mettre une seringue par côté, parce qu'elle avait une dépression assez marquée, et que je vais travailler tout le tour de son muscle mentonnier des deux côtés. Donc, voilà. On continue un petit peu. Ça va, Marjorie? Oui. Ok, super. Elle est parfaite. Donc ça. Ensuite, un petit peu en haut pour équilibrer. Donc c'est là où il est important d'équilibrer. Et bien sûr, sous le muscle mentonnier pour ne pas créer justement cette ride due à la contraction du muscle mentonnier. Donc voilà. Docteur Seban, je vais vous poser une question d'un docteur d'Israël qui ne concerne pas la zone mentonnière, mais par contre le même produit. Donc, est-ce que vous utilisez le RHA4 dans la zone temporale? Oui, tout à fait. Bonjour et aussi merci pour votre question. Moi, j'utilise le RHA4 dans la zone temporale. J'aime beaucoup justement le RHA pour les zones planes, parce que, enfin aussi, parce que si vous voulez, il est important d'avoir une régularité et surtout pas de boules et de résultats disharmonieux. Donc pour ça, je trouve que le produit s'étale très très bien. Il permet aussi de se masser parfaitement. Et donc, c'est un produit très adapté au plan comment dire, plat. Je veux bien décompresser. Au plan plat en général. Merci. Merci beaucoup, docteur Seban. Merci à tous nos confrères d'Israël qui nous suivent ce soir. Alors, il faut savoir que la pointe du menton, c'est une zone qui a tendance à saignoter un petit peu, hein, ça c'est normal. Donc, on va donc regarder déjà le résultat. On va laisser un petit peu appuyer, il n'y en a pas pour longtemps, mais il faut que j'appuie
pour qu'on puisse voir le résultat sans qu'il y ait ce petit point de saignement de point d'entrée. En attendant, je réponds à la question. Donc, pour le RHA4, je vous ai dit la tempe est tout à fait adaptée, mais d'autres zones comme le front, par exemple, donc RHA3 ou 4, très très bonne indication. Pour ceux qui font des injections dans le cou en graisseux avec des canules, ça marche très très bien, le RHA3 ou 4. Les mains, tout à fait adaptées parce que ce sont des zones planes. Et en fait aussi, ce sont des zones qui permettent en fait c'est un produit qui permet de se napper parfaitement facilement sans avoir d'irrégularité. Donc, Marjorie, on va s'asseoir 2 petites secondes pour voir le résultat. Voilà, vous pouvez voir, donc, je vais bien décompresser sèche propre, le résultat de Marjorie du côté traité. Baissez un tout petit peu la tête. Voilà, vous voyez donc le côté traité, le côté pas traité. Vous voyez que son menton est bien plus présent, moins dans l'ombre. Vous voyez, on a quand même quelque chose qui se tient. Du coup, il ne faut jamais oublier que vous devez modeler le résultat et le traitement avec énergie, j'ai envie de dire. Donc on voit très bien le résultat, même au niveau de... Voilà, on voit le résultat. Voilà, vous voyez au niveau du positionnement des lèvres. Oui. C'est pour ça que ça répond à la question de mon confrère russe, je crois, ou je ne sais plus, qui demandait si on devait injecter le dépressor à la toxine. Je pense que, évidemment, ça n'est pas une indication, c'est ce que je pensais. Et la preuve, c'est qu'en faisant une restauration de volume graisseux, en fait, on rétablit la commissure labiale. Donc, nous allons traiter l'autre côté de façon à ce que vous puissiez voir le résultat final. Alors, je reprends une autre seringue de rachat. Donc, ça paraît peut-être beaucoup, hein, mais on aura fait au final, on aura injecté donc 2 ml de RHA4 et 0,8 ml d'Ultradip. En sachant qu'en moyenne, les chirurgiens, lorsqu'ils font une restauration de volume de menton, ils mettent entre, évidemment, 5 et parfois 7 ml dans le visage. Donc, on fait exactement la même chose. On va mobiliser la canule dans le plan graisseux. Vous voyez bien comment ça se place. Pourquoi j'ai utilisé cette canule Softfill là, de 25 gauge et 5 cm? Parce qu'elle a un vrai équilibre entre rigidité et flexibilité. Elle est assez rigide et en même temps quand même assez flexible pour épouser les volumes. Donc là maintenant, j'injecte, rétrotraçant et éventail. Je fais une injection douce et lente. À chaque fois que vous injectez doucement, vous êtes sécurisé parce que vous évitez les compressions vasculaires, vous évitez évidemment les douleurs. Souvent dans cette zone, quand on injecte trop vite, on crée une pression sur le nerf mentonnier et c'est atrocement douloureux. Donc il faut vraiment aller doucement. Et une fois l'injection faite au départ d'Ultradip, vous avez déjà créé une anesthésie, vous avez déjà anesthésié un petit peu le terrain avec la lidocaïne qui est dans la seringue. Donc, vous voyez, j'injecte toute cette zone. Hein. Et maintenant, je monte, c'est-à-dire en fait, je recommence. Pour monter vers l'espace sous-labial inférieur, je vais tirer la canule, vous voyez, je la retire et je repars. En fait, je ne vais pas faire essuie-glace. Je ne peux pas, avec une canule, aller comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, je tords la canule et je tords les tissus. En fait, ce que je fais, je tire de façon à revenir dans le plan sous-cutané graisseux. Je suis à quelques millimètres de la peau. Et là, je repars, vous voyez, dans ce plan qui me permet d'aller dans une autre direction. Donc là, sans douleur et sans créer de plier la canule ou des choses comme ça. Donc là, je vais pile sous la lèvre. Je crée un support à la lèvre. Et pareil, je remonte, toujours dans ce plan graisseux superficiel. J'espère que vous voyez parce que c'est difficile. On voit très très bien, tout à fait. Voilà.
Et maintenant, Là, je vous ai laissé injecter tranquillement, même si on a pris un peu de retard, mais cela fait partie du charme du live ça valait le et coup, du hein. direct. Et votre live est tellement apprécié Ah, de, de vos confrères. Du coup, bon, bah, voilà, nous avons fini. Donc, on va bien masser. On va essayer de sortir le produit, mais il n'y en a pas qui sort. Donc, ça veut dire que tout est bien. Tout s'est bien, bien intégré dans les tissus. Donc, le but est de créer un résultat harmonieux et bien sûr, comment dire, sans avoir créé d'irrégularité. Le tout est d'avoir quelque chose de naturel, bien sûr. N'oubliez jamais ce traitement en 2 plans qui est quand même la base. Il faut savoir que même sur le plan du vieillissement cutané, quand on injecte, on doit injecter en 2, 3, voire 4 plans. Pourquoi? Parce qu'on répond au vieillissement du visage. Le vieillissement du visage s'opérant sur 4 plans différents, c'est-à-dire résorption osseuse, résorption graisseuse et affinement de la couche dermo-épidermique, et en même temps comment dire, une diminution de l'élasticité cutanée. Donc, il faut reproduire tout ça. Donc, moi, ma façon de travailler dans ces cas-là, surtout dans le vieillissement cutané, c'est ultra deep dans le plan osseux, RHA4 dans le plan graisseux profond ou superficiel, ou RHA3, ça dépend un petit peu de la qualité de la peau, de l'aspect de la perte de volume. Puis, pourquoi pas RHA1 ou Redensity 1 dans le plan sous-cutané immédiat, parfois en une seule injection. Et bien sûr, n'oublions pas les cernes qui doivent se traiter exclusivement au Redensity 2, car c'est un produit vraiment adapté pour cette zone. On va très demander bien, à docteur Marjorie de Sebin. s'asseoir Tout à fait, on va passer à la partie avant et après. afin de voir le résultat final. Donc, le résultat est tout à fait équilibré. Vous pouvez voir son profil qui se prête beaucoup mieux, la main tout petit peu à tête, voilà, qui se prête beaucoup mieux à un équilibre. Baissez un tout petit peu maintenant. Voilà. Très, Là, très vous beau pouvez résultat. vraiment comparer les volumes. Maintenant, son menton est dans la lumière. Il faudrait un petit miroir pour montrer à Marjorie. Et là, on voit un résultat aussi sur la lèvre. Regardez la lèvre inférieure, comment elle a un soutien maintenant. Elle tombe moins qu'au départ. Et donc, son profil est beaucoup plus joli. Mais même au niveau de la face, on a un bas de visage qui est beaucoup plus harmonieux avec le tiers médian. Tout à fait. On a un très très bon résultat, toujours dans le naturel. Voilà. Merci beaucoup, docteur Seban. Merci à notre modèle de ce soir. Merci à tous les médecins qui nous ont suivis ce soir. Donc, restez avec nous. On va se retrouver pour la deuxième partie, la partie débat. À tout de suite.
merci d'avoir patienté. Nous revoilà pour la deuxième partie, la partie débat, accompagnée du docteur Pierre-Louis Roublat de Paris. Bonsoir Pierre-Louis. Bonsoir Chama. Et le docteur Seban. Eh oui, toujours fidèle. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de Cible Channel. Je trouve que c'est une très belle formation. Le point d'entrée, un seul point d'entrée avec la canule, je trouve ça très séduisant. Et on voit qu'il y a un très beau résultat. Merci. Est-ce que pour des cas plus compliqués, une rétrogénie importante ou une commissure tombante, vous utilisez toujours cette même approche, c'est-à-dire un seul point d'entrée, ou vous utilisez d'autres points d'entrée? Alors, en règle générale, j'utilise un point d'entrée quand je traite le menton. Un point d'entrée avec 2 plans. Quand je cible le menton. En revanche, si la commissure labiale est très marquée, si la bas-joue reste marquée, dans ces cas-là, je vais plutôt utiliser un deuxième point d'entrée que je vais localiser, comme je vous ai montré pendant le live, c'est-à-dire au niveau jugal. Et je descends avec la canule au niveau de l'encoche mandibulaire et en arrière de la bas-joue, et parfois au niveau de la commissure labiale. Il y a beaucoup de médecins qui pensent que plus on est proche de la zone à injecter, et plus on est précis. Oui, alors je pense, ça dépend un petit peu de ce qu'on fait. Quand on travaille avec les canules, c'est pas, à mon avis, hein, après, c'est pas quelque chose de absolument obligatoire, parce que il faut savoir qu'on a des plis. Et les plis, comme le pli d'amertume ou le pli nasogénien, se traitent, à mon avis, beaucoup mieux quand on part en arrière du pli, en perpendiculaire, et qu'on va travailler sur différents niveaux et différentes, et des tracés parallèles, que quand on va injecter, je parle bien d'un pli, hein, pas d'une ride, et quand on va injecter dans le sillon de la ride, où là, effectivement, la précision et le fait d'être proche de la ride est important. Quand on a un pli, par exemple, donc bas-joue, affaissement de la bas-joue, pli d'amertume ou pli nasogénien, pour ma part, je vais toujours en arrière et en perpendiculaire. Et j'estime que j'ai un résultat meilleur sur le lifting du pli. Merci. Est-ce que vous pouvez expliquer aux nombreux médecins qui nous suivent ce soir quel serait le plan de traitement pour Marjorie dans les mois qui viennent? Et est-ce que vous pouvez leur donner un conseil, comment vous fidélisez votre patientèle? Alors, Marjorie, vous l'avez remarqué, elle n'a pas qu'un problème de volume, elle n'a pas beaucoup de problèmes non plus, mais elle a aussi un problème cutané, puisqu'elle a une peau qui peut nécessiter des soins, en particulier, pourquoi pas, des radiofréquences, parce qu'elle a des petites cicatrices d'acné. Elle aurait pu aussi faire des soins, des petits peelings qui assécheraient un petit peu sa peau. Donc là, en fin de consultation, déjà, on programme une série de traitements après qui pourraient être combinés aux injections que nous venons de faire. Et si il n'a pas lieu, en tout cas, j'ouvre le champ des possibles en lui disant, voilà, vous pouvez traiter votre peau de cette façon ou de cette façon. En ce qui concerne l'injection que nous venons de faire, nous nous revoyons, alors là, dans le cas de Marjorie, dans 1 an, parce que le produit, surtout quand il est combiné comme ça, tient plus longtemps. Donc en moyenne, il faut une injection par an. Cela dit, dans son cas, elle est jeune. On a mis un produit quand même, on a mis la quantité. Donc je pense que vraiment, ça peut aller au-delà d'1 an. Donc moi, ce que je propose aux patientes en général, c'est de venir me voir au bout de 10 mois, de faire un point et de faire un plan de traitement à ce moment-là. Donc, vous n'aurez pas proposé le traitement du tiers supérieur à Marjorie, vous aurez plutôt visé la qualité de la peau. Alors, dans un premier temps, oui. Mais il y aurait effectivement d'autres traitements possibles chez Marjorie. Et je lui disais justement au moment de notre entretien avant le live, pourquoi pas envisager un traitement de la vallée des larmes. Ça aurait pu être intéressant parce qu'elle a une prophase qui est un petit peu creuse, surtout au niveau de l'os maxillaire, enfin de la vallée des larmes, juste en regard de l'os maxillaire. Et je pense que ça pourrait être intéressant de faire quelque chose. Y a-t-il d'autres procédures
esthétique, en dehors des injectables, pour optimiser les résultats. Vous en avez parlé tout à l'heure, avec la toxine botulique, la peau. Que faire d'autre? On pourrait, donc, comme je disais, envisager pourquoi pas des radiofréquences microneedling pour ces cicatrices. Un autre type de procédure, pourquoi pas le dermaroller, qui pourrait être intéressant parce qu'elle présente des petites cicatrices, une peau un petit peu grasse. Donc, utiliser un traitement comme le Redensity 1, ça pourrait être très intéressant. Ou le RHA Topical Skin Booster, qui pourrait vraiment apporter quelque chose d'intéressant au niveau de sa qualité de peau. En dehors de ça, honnêtement, je pense que il ne faut pas trop charger les patients non plus avec des soins annexes. Je pense que c'est important de rester sur le principal. Pourquoi pas lui prescrire une crème aussi en rentrant à la maison, parce que ce sera son geste quotidien. Donc une crème aux acides de fruits, par exemple, qui pourrait vraiment être intéressante pour elle. En dehors de ça, je pense qu'elle a fait déjà une rhinoplastie médicale. Elle a fait son traitement du menton. Pour l'instant, je pense que le traitement de peau suffirait. Les tempes auraient pu être intéressantes, mais ça risque d'élargir un petit peu son haut de visage, qui est déjà un petit peu large. Mais on pourrait, effectivement, on pourrait faire ses tempes. Marjorie, elle a une très belle profiloplastie pour partir Exactement. en fête de fin d'année. Donc, merci beaucoup, Dr Seban, pour cette belle démonstration et analyse. Votre attention. Merci au Dr Roubela pour la partie débat. Je remercie notamment tous les médecins qui nous ont suivis ce soir et qui ont été très, très nombreux à poser beaucoup de questions. Donc, c'était un live vraiment très interactif. Je vous souhaite de très bonnes vacances et fêtes de fin d'année, surtout pour ceux qui partent ou ceux qui seront en fête. Donc, je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite une très bonne soirée.